Jean-Paul Moiti, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie de la santé à l'Université de la Méditerranée et notamment conseiller à l'Agence nationale de recherche sur le sida. Donc, Monsieur Moiti, en 2000, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, annonce pour 2015 8 objectifs pour améliorer les conditions de vie dans le monde, 8 objectifs appelés objectifs du millénaire. Parmi eux, par exemple, l'accès à l'éducation pour tous, la réduction de la mortalité infantile ou encore l'objectif de faire reculer l'épidémie de sida. 10 ans après, selon vous, ces objectifs sont-ils en passe d'être accomplis? Comme vous l'avez rappelé, il y a 3 de ces objectifs qui concernent directement la santé. La réduction des 2/3 de la mortalité infantile. Sur celui-là, c'est à peu près certain qu'on n'y arrivera pas en 2015, notamment en Afrique subsaharienne. La réduction des 3/4 de la mortalité maternelle. Là, les choses sont un petit peu plus optimistes puisqu'on a eu une réduction d'à peu près 1/3, 30% de cette mortalité aujourd'hui par rapport à 1990. Mais pour tenir l'objectif, il faudrait aller 2 fois plus vite. Et puis évidemment les grands enjeux de l'accès universel au traitement et à la prévention du sida et des autres grandes pandémies infectieuses, malaria et tuberculose, pour lequel il y a d'énormes progrès qui ont été accomplis, notamment en matière d'accès au traitement. Il y a 5 millions de personnes qui sont sous traitement antirétroviral du sida aujourd'hui dans les pays du Sud, ce qui était inimaginable il y a ne serait-ce que 5 ans, mais où on est encore très très loin du compte. Et c'est 15 millions de personnes, soit 3 fois plus, qui devraient déjà avoir eu accès au traitement. Alors justement, concernant l'épidémie de sida, on entend ces derniers temps de réelles avancées sur le plan médical, mais sur le terrain concrètement, en Afrique, en Asie, en Europe de l'Est, comment ça se passe? Si vous voulez, on est, nous qui sommes investis avec beaucoup d'autres à la NRS, dans le combat international contre le sida, on est dans une situation paradoxale. C'est-à-dire que c'est un succès sans précédent dans l'histoire de la santé publique, avec ces millions de personnes sous traitement, alors que au début de ce siècle, la majorité des experts, notamment anglophones, expliquaient que c'était absolument impossible de faire arriver ce type de médicaments pour sauver les vies dans le Sud. On a démontré le contraire. Il y a une relative stabilisation de l'épidémie, donc là encore quelque chose dont on peut se féliciter, mais en même temps, et c'est là le paradoxe, on perd par rapport au virus, puisque pendant qu'on met une personne sous traitement, il y en a 2,5 qui se contaminent. Alors, pour revenir sur le continent africain, récemment, vous avez participé à une campagne de traitement au Cameroun, à Yaoundé. Quelles conclusions en avez-vous tirées? Si vous voulez, c'est justement là les aspects positifs, c'est-à-dire qu'il y a encore une dizaine d'années, on nous expliquait que ce n'était pas possible de faire ce minimum éthique d'accès aux médicaments essentiels pour le sida, la tuberculose ou la malaria, pas parce qu'on était de mauvaise volonté, mais parce que les systèmes de santé étaient tellement délabrés, ce qui est vrai, que ça ne se ferait pas, ça serait du gaspillage. Et on a vu que grâce à une mobilisation internationale importante, avec notamment la création en 2002 du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria, le programme également PEPFAR, qui est le programme lancé par l'administration américaine également en matière de sida, les augmentations significatives de financement consacré à la lutte contre les grandes pandémies, il y a eu des capacités de délivrer ces traitements de façon décentralisée, c'est-à-dire justement pas seulement dans les grandes villes comme Yaoundé ou Douala, les grandes villes du Cameroun, mais aussi au niveau des districts, c'est-à-dire dans des provinces beaucoup plus reculées, et qu'on voit que ça marche. Ça marche à condition effectivement de s'en donner les moyens et puis aussi de faire les transformations nécessaires en matière de financement, en matière de logistique, en matière d'organisation, et c'est un petit miracle quotidien. Pour remplir justement ces objectifs du millénaire, comment sont répartis ces fonds? Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que en matière de sida et plus encore de malaria et de tuberculose, mais prenons l'exemple du sida, il y a eu une augmentation très importante des financements consacrés à la lutte contre cette maladie, c'était quelques centaines de millions de dollars à la fin des années 90. Aujourd'hui, on a dépassé les 16 ou 17 milliards de dollars, mais la majorité de cet argent, il vient d'abord des pays eux-mêmes.
Alors en même temps, l'aide internationale a beaucoup augmenté, puisque en matière d'aide publique au développement ciblé sur la santé, on a dépassé les 15 milliards de dollars en 2008, ce qui correspond à une augmentation de presque, en moyenne, de 17% par an depuis le début du siècle, ce qui s'était jamais vu. Ceci étant dit, on estime qu'il faudrait, pour tenir les objectifs du millénaire dans leur ensemble, donc y compris la santé, il faudrait 50 à 70 milliards de dollars de plus par an qu'on en a actuellement en matière de santé. C'est possible, ça? Bah écoutez, ça paraît des sommes considérables, mais par comparaison, pour sauver ce qui était sans doute économiquement responsable, le système financier, on a dépensé en 2008 de 8 000 à 12 000 milliards, 8 000 à 12 000 milliards de dollars. Donc tout est relatif. Alors justement, cette crise économique, ce transfert de fonds justement pour sauver les banques en quelque sorte, est-ce que ça n'a pas été fait au détriment de l'aide que l'on aurait dû apporter le problème fondamental de l'aide, c'est depuis toujours, c'est ce qu'on appelle en termes techniques sa volatilité. C'est-à-dire dans la mesure où l'essentiel de l'aide, c'est de l'aide publique au développement, c'est-à-dire ça sort des budgets des gouvernements, eh bien c'est très sensible aux fluctuations de l'opinion publique et puis effectivement aux contraintes budgétaires des différents États. Et ça fait extrêmement longtemps, puisque j'étais sur les bancs de l'école d'ingénieurs, on en parlait déjà, ça fait assez longtemps qu'on promet 0,7% du PIB pour l'aide au développement en général, et on attend toujours, il n'y a que les quelques pays de l'Europe du Nord, y compris les Pays-Bas, qui ont atteint depuis quelque temps cet objectif-là. Et en moyenne, pour les pays riches, on est seulement à 0,3%. Donc ça serait bien, effectivement, de pouvoir tenir ces engagements, et il faut effectivement que la crise ne serve pas de prétexte pour les différer une nouvelle fois. Ceci étant dit, il faut trouver d'autres sources. C'est pour ça que la taxe sur les billets d'avion qui avait été introduite à l'initiative du président Chirac et reprise ensuite par 37 pays, même si elle ne récolte que des sommes encore limitées, créer un précédent, une espèce de fiscalité internationale pour soutenir les objectifs du développement. Et puis surtout, ce qu'il faut quand même, ce sur quoi il faut insister, c'est que de toute façon, en matière de santé, comme d'ailleurs dans les autres domaines, l'aide au niveau de l'ensemble des améliorations à apporter, de l'ensemble des dépenses de santé, ça reste quelques pourcents, et que l'essentiel doit venir d'une réforme du financement des dépenses de santé, et notamment de la promotion de systèmes d'assurance maladie comme nous en avons chez nous, dans ces pays. Ban Ki-moon, l'actuel secrétaire général de l'ONU, parle pour combler ces manques de financement innovant. Donc vous parliez par exemple de la taxe sur les billets d'avion. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre? Il y a ce qu'on appelle la Facilité internationale de financement, l'IFF, où les États comme la Grande-Bretagne ou la France garantissent des obligations sur les marchés financiers. Donc là, on est vraiment dans les marchés financiers, pour financer les programmes de vaccination. Il y a quelque chose auquel je tiens beaucoup parce que j'y étais impliqué directement, un mécanisme de subvention internationale des traitements antipaludéens qui a l'originalité de subventionner non seulement le secteur public, mais aussi le secteur privé, y compris informel, parce que la grande majorité des gens, quand il y a un épisode de fièvre pour leur enfant ou pour eux-mêmes, pour la malaria, ils vont à côté de chez eux, et en général, c'est une pharmacie ou même le secteur informel. Donc il y a des tas de choses innovantes comme ça. Ceci étant dit, il n'y a pas de miracle. C'est quand même essentiellement les efforts des gouvernements et les efforts de l'aide publique qui resteront décisifs. Et il faut savoir une réalité qui a la peau dure, c'est que même si on maintient des scénarios optimistes de croissance, les dépenses moyennes de santé en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud-Est resteront inférieures à 100 $ par personne et par an.
Dans les pays de l'OCDE, c'est 35 fois plus, 3 500 $. S'il n'y a pas une politique volontariste d'aide publique au développement, de soutien des organisations internationales comme le FMI, la Banque mondiale, à ce que les gouvernements augmentent ce qu'ils consacrent à la santé dans les pays du Sud concernés, eh bien, d'ici à 2030, on restera très très loin des objectifs du millénaire. Les objectifs pour 2015 étaient quelque part irréalisables dès le départ? Au début des années 2000, quand on avait fini par convaincre l'OMS, qui jusque-là était très réticente, à fixer un objectif de 3 millions de personnes sous traitement antirétroviral d'ici à 2005, on savait bien que cet objectif était probablement un petit peu irréaliste. Mais on a eu ces 3 millions de personnes en 2007 et ça a été un progrès fantastique. Donc le sommet qui a eu lieu cette semaine à New York n'a que partiellement calmé mes interrogations là-dessus. Ce qui serait grave, c'est de casser la dynamique qui est en cours. Et par exemple, peu de temps après ce sommet, va avoir lieu la reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria, qui est le premier financeur de l'aide internationale dans ces 3 domaines, qui est une organisation multilatérale dont le financement principal vient des promesses, des engagements des gouvernements. Et ça serait très important qu'effectivement ces engagements augmentent de façon significative si on veut tenir la dynamique d'accès universel au traitement et à la prévention de ces pathologies. Une dernière question, Jean-Paul Moiti, vous avez récemment signé une pétition, un manifeste des économistes atterrés. Quels en étaient les tenants et les aboutissants? Si vous voulez, ça s'inscrit dans une prise de conscience par une partie de la communauté internationale des économistes, hein, avec des nuances importantes chez tous ceux qui ont signé ce manifeste, depuis des gens finalement assez académiques comme moi, jusqu'à des gens beaucoup plus militants, dans leur façon de faire de l'économie, hein, qui est qu'il y a un certain nombre d'idées qui sont présentées, y compris par vous les médias, comme des évidences économiques et qui n'en sont absolument pas. Par exemple, comme le fait, dans notre domaine par exemple, l'idée qui a longtemps traîné que finalement l'amélioration de la santé, ça découlait de la croissance et que donc il suffisait d'alimenter la croissance pour que la santé s'améliore et que bien sûr quand la croissance ralentissait, c'était un peu normal que ça s'améliore un peu moins vite. Et l'objectif de ce manifeste, en quelques mots? C'est de susciter le débat, et justement de revenir, comme on s'en rend compte dans le domaine de la lutte pour la santé globale et contre les grandes maladies infectieuses, c'est de susciter un débat d'économie politique. L'économie, c'est aussi une économie politique où il y a des choix à faire et quelque part, les choix que nous faisons contribuent à façonner la réalité du monde dans lequel on est. Par exemple, si on subrepticement ou ouvertement on ralentit, voire on renonce aux engagements de financement indispensables pour la réalisation des objectifs du millénaire, il ne faudra pas s'étonner d'avoir un monde dans lequel les inégalités de santé, voire les inégalités socio-économiques se creusent, avec toutes les conséquences que ça a pour les populations du Sud, mais aussi, je crois que c'est un des arguments de Ban Ki-moon pour la stabilité du monde et sa sécurité et la solidarité entre les populations. Merci beaucoup, Jean-Paul Moiti. De rien.